va insister sur les éléments qu'on trouve les plus dommageables, on va dire, en matière de vulgarisation, aussi bien sur le fond que sur la forme. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on jette toute la production de Fabrizio Buccella, mais c'est juste qu'on va se focaliser sur quelques exemples qu'on a pris et qu'on pense être aussi des exemples un peu typiques de ce qu'on peut retrouver. Ça n'a pas qu'une conséquence sur la représentation des sciences fondamentales, parce qu'on pourrait se dire vous le faites juste chier alors que c'est des trucs de science. Peu importe qu'ils disent vrai ou faux, moi je m'en fous, ça va pas changer ma vie. Alors oui, il y a des éléments comme ça, mais il y a aussi des éléments vraiment pratiques, quoi. On va avoir un exemple vous connaissez, qu'on a déjà traité, qui est lié à toute la canicule et à l'utilisation ou pas d'ailleurs du ventilateur. Mais on peut vraiment se dire que du coup il va y avoir un impact sur les gens qui auront décidé de l'écouter. S'il y a un changement de décision des gens, là, personnellement, moi je trouve ça grave et je me dirais, si c'était moi le vulgarisateur qui transmet ce message-là, qui implique ce changement de décision, de comportement, je serais mort de honte. Limite, je menace la vie des gens plus que je les aide à se refroidir. Il y a vraiment cette dimension-là. À ce niveau-là, on n'est pas dans la petite critique, genre ce vulgarisateur, il a dit des petites conneries et on va y aller, on va le débunker comme des rats. C'est un peu ça. Là, c'est pour dire non, mais en fait, on a passé ça, c'est le plus gros stade. On a des exemples au contraire de très bons standards de vulgarisation francophone qui existent, comme Julien Maubreuve, tu vois. Et malgré le fait que des fois, il y a des choses qui sont pas toujours soit ultra claires, soit non plus ultra justes, ultra rigoureuses, on va pas non plus tomber dans le travers d'aller chercher le moindre problème à la virgule près, parce que ça nous concerne nous, mais ça veut pas dire qu'on va remettre en question. Oui, on remet pas en question et globalement on valide. On On sait ce que ça veut dire aussi. Oui, de créer du contenu. C'est ça. Forcément des conneries au bout d'un moment. En fait, on connaît la contrainte créative. On sait qu'on n'a pas un temps infini pour produire du contenu, donc des fois, malheureusement, on se retrouve à devoir rogner sur le réel. Et donc, c'est normal qu'il y ait des problèmes. Et nous-mêmes, moi, je plaide coupable dans mes propres contenus. J'ai pu raconter de la merde et probablement je vais en raconter encore. On n'est pas à la chasse à l'erreur systématique, mais on est plutôt à essayer de voir est-ce que les gens qui représentent la vulgarisation sur Internet font bien le travail ou pas. En fait, on cherche à avoir une vision globale. Pourquoi s'intéresser à Fabrizio aussi aujourd'hui? C'est parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement montant. Depuis quelques mois, il a dépassé le plafond Internet, on va dire, pour être un représentant de la voix scientifique dans les médias mainstream. C'est très rare en réalité qu'une personnalité publique perce à l'aide de contenus éducatifs. Quelle est la nature de son contenu pour que ça intéresse autant le grand public, ça intéresse autant les grands médias? De fait, forcément, on se penche dessus. Et en se penchant dessus, en fait, on se rend compte que, mince, quoi, il y a des trucs qui correspondent pas à notre niveau d'exigence. Ma manière d'analyser, c'est souvent, je vais prendre les phrases très premier degré, puisque pour moi, un débutant va forcément faire ça. Quand on est débutant, on peut pas détecter les nuances. Ouais. Donc ça veut dire que quand on dit une phrase, il faut la prendre telle quelle. Et en fait, et voilà, pour moi, un bon vulgarisateur, c'est justement quelqu'un qui va pas sombrer dans des écueils faciles. Et si au contraire, les phrases premier degré amènent à une conclusion qui va pas être bonne du tout, là, entre guillemets, dans mon cerveau, ça s'allume, quoi. Et je me dis, là, ça pose problème, ça me gêne. Le problème de la connaissance, c'est qu'on est obligé d'être ultra précis. Une phrase à un mot près, en fait, peut ne plus signifier ce que ça signifie et faire que la connaissance dont on est en train de parler, elle passe de quelque chose d'avéré à quelque chose de flou ou fallacieux. Ça va très très vite. Si on formule mal les choses, si on fait une phrase approximative, on va planter tout le monde en fait. C'est la nature est ultra précise. Donc on n'y peut rien. Et c'est pour ça que les scientifiques sont entre guillemets pointilleux. Sinon, on va être dans les choux. Donc ça, c'est l'expertise. Après la vulga, évidemment, on écorne un peu le sujet pour dire on rend plus accessible. Mais il y a des manières de faire et il y a des écueils dans lesquels ne pas tomber, quoi. Il y a des phrases qu'on peut se permettre et puis il y a des phrases où c'est ce que je disais tout à l'heure, si je l'interprète au premier degré, je vais dire mais en fait je suis en train de guider les gens sur une notion qui est complètement fausse, donc en fait c'est misleading. On a des problèmes ponctuels qui deviennent systémiques à partir du moment où on observe une récurrence dans les erreurs. C'est là où on fait une différence encore une fois entre le droit à l'erreur, tout le monde se trompe encore une fois et nous-mêmes.
On fait la différence entre les erreurs ponctuelles que tout le monde peut faire et donc auquel cas on va pas s'acharner dessus, versus l'erreur qui revient, qui fait système un peu chez Fabrizio Buccella quand il parle de certains sujets. Et voilà, après, ce qui est délicat encore une fois, c'est que tout n'est pas non plus à jeter bien sûr. J'ai une exigence à géométrie variable que j'assume, qui est d'autant plus aussi importante que la personne est connue. Pourquoi ? Parce que pour moi, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. On peut ne pas être d'accord avec cet adage en mode on peut se dire exigeant de la même manière quel que soit le contenu. J'avoue l'être un peu plus envers les gens qui sont plus connus, qui ont plus de voix, parce que j'estime que ces gens-là, bon déjà ils ont souvent de l'expérience avant, donc si tu as de l'expérience avant dans la production de contenu, c'est que normalement tu as fait le travail aussi de perfectionnement, d'une part, et d'autre part, quand tu es plus connu, tu as généralement aussi plus de moyens, ou tu as, on va dire, au moins la possibilité de te faire accompagner, ne serait-ce que pour une relecture de script. On va commencer, en fait, on a 2 vidéos. On va commencer par celle qui adresse plutôt des questions de sciences fondamentales. Peut-on découper l'espace jusqu'à l'infini? Par exemple, prenez cette règle. Est-ce que vous pouvez la découper en des morceaux aussi petits que vous voulez? Est-ce que si vous faites une découpe de cet espace, vous pouvez aller aussi loin que vous voulez? Eh bien, ce paradoxe, il date de l'Antiquité des Grecs et des Romains. Et figurez-vous qu'il n'a pas encore été résolu. Et les physiciens se retournent le cerveau. Alors, attends, ça c'est faux ça. Ça me pose problème. Bah oui, surtout qu'après il dit, parce que, alors oui, nous on a déjà vu la vidéo avant. Mais enfin pas tout d'ailleurs, j'ai pas tout vu. Mais ça pose problème parce qu'en vrai il a été résolu puisqu'il est résolu lui-même. C'est un truc qui nous pose plus de problème depuis au moins 150-200 ans. Hein. Si on peut faire la découpe de l'espace à l'infini ou si on peut pas. That's the question les amis. Peut-on découper l'espace jusqu'à l'infini? Nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Un philosophe grec qui habitait en Italie, il faut suivre, qui s'appelait Zénon d'Élée, donc il habitait à Élée bien sûr, près de Naples, eh bien pose une quarantaine de paradoxes. Parmi ceux-ci, il y en a un qui est tout à fait incroyable, tellement incroyable qu'on en parle encore aujourd'hui. Zénon prend 2 personnages, un guerrier très puissant, le Cristiano Ronaldo de l'époque, Achille, et il prend une bête tortue de jardin. Et dit, on va faire la course entre Achille et la tortue. Jusque-là tout va bien, on se dit, Achille va arriver le premier. Que nenni! Parce que Zénon introduit une astuce. Il dit, vu que la tortue, c'est pas Usain Bolt non plus, on va lui faire prendre un peu d'avance. Et donc la tortue part en premier. Eh bien, si la tortue part en premier, nous dit Zénon, Achille n'arrivera jamais à rattraper la tortue. Ça vous embouche un coin. Moi, ça m'en a bouché 2. Comment cela se fait? Démonstration sous vos yeux ébahis. Au départ, on va appeler ce moment au départ primo, Achille se trouve ici, et la tortue est devant lui. Primo, Achille est derrière la tortue. Secundo, Achille arrive à l'endroit où se trouvait la tortue. Mais pendant ce temps-là, la tortue a encore avancé. Tertio, Achille arrive au nouvel endroit où se trouvait la tortue. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Achille est dans une sorte de boucle temporelle absurde parce qu'il est continuellement en train de rattraper la tortue à l'endroit où la tortue se trouvait avant. Et or, ce que voudrait faire Achille, c'est attraper la tortue à l'endroit où elle se trouve maintenant. C'est le cœur du paradoxe de Zénon. C'est la 2e ou 3e fois que je vois la vidéo, 3 plutôt, et je vois ce qu'il veut dire parce que je sais de quoi il va parler après. Mais je trouve que la présentation, alors je sais pas si c'est la présentation d'origine du paradoxe, peut-être que oui, et qu'il ne fait que le redire, donc c'est ok. Mais ce que je veux dire, c'est que cette présentation de base... Mais oui, c'est clair. Elle est, voilà, elle est assez what the fuck parce que c'est très contre-intuitif quand même de se dire Achille n'arrivera jamais à rattraper la tortue. Parce qu'il veut rattraper la tortue à l'endroit où était avant la tortue. C'est une des manières les plus compliquées de présenter le paradoxe, sachant qu'il va présenter après une autre version qui est peu ou prou la même chose. En fait, encore une fois, moi j'applique mon truc de premier degré, je me dis ça va pas être clair, mais je peux peut-être me tromper. Oui. Et là-dessus, quand on voit j'ai rien compris, bah déjà c'est un peu rassurant pour dire bah oui. Bon là on fait plus une critique de la forme que du fond encore une fois. C'est vraiment la manière dont le paradoxe est présenté qui fonctionne pas en fait, parce que vous êtes nombreux à dire vous avez rien compris, et c'était mon cas quand je l'ai vu la première fois avec vous il y a quelques mois. Quand vous regardez la teneur des commentaires, on n'est pas les seuls, c'est-à-dire que voilà, on a quelque chose quand même d'assez général quoi. Il y a beaucoup de gens qui disent j'ai rien compris, mais j'ai trouvé ça tellement enthousiasmant que bah voilà, je suis resté jusqu'au bout. Alors là, on pourrait même aller plus loin dans l'analyse en disant bah, ce que recherchent les gens, c'est même pas de comprendre, c'est juste de passer un bon moment. Quand on fait une critique, c'est pas seulement aussi du fond, c'est de la forme. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Il y a d'autres fois où Fabrizio s'est tenté à des explications qui, même si dans le fond c'était juste, bah, la forme était pas claire. Et on sait comment une forme pas claire peut aussi influencer sur le fond.
d'un point de vue vulgarisation, il y a des solutions pour rendre le truc compréhensible sans rogner sur la rigueur. Tu peux dire que Zénon, il a parlé d'un paradoxe initial avec une tortue et Achille, et après dire mais on va pas en parler, mais moi je vais vous donner une version qui est peut-être plus accessible, et là il présente celle de la flèche. Il y a des solutions pour rendre le truc compréhensible sans avoir besoin de passer par cette situation-là. Comme le cœur de l'artichaut et le cœur de l'archiduchesse. Est-elle sèche? Archi-sèche. J'ai déjà vu la vidéo, j'ai spoilé. Vous avez compris la musique, on va pas refaire toute la symphonie. Hein. Achille, il passe son temps à rattraper la tortue dans l'endroit d'avant. Pour que Achille arrive à la tortue de l'endroit de maintenant, il doit accomplir une infinité d'étapes. Et vu que l'infini, c'est fort long, surtout vers la fin, eh ben, il va jamais y arriver. C'est ça le fameux paradoxe d'Achille et la tortue. Bien sûr, c'est pas le paradoxe du crabe et de la carotte. Hein. Pour les gens qui n'ont rien compris, vous inquiétez pas, après vous allez comprendre parce qu'il va parler, encore une fois, du paradoxe, mais avec une autre métaphore qui, elle, est beaucoup plus compréhensible, qui est avec la flèche. Forcément, il doit bien y avoir un stud quelque part. On a tous déjà rattrapé quelqu'un qui marchait plus lentement et ça a marché. Vous avez compris le jeu de mots, hein, marcher. Résolvons le paradoxe mathématiquement. Le paradoxe se résout en calculant ce que les mathématiciens et les physiciens appellent une série, c'est-à-dire une somme infinie de termes. Et dans certains cas, il arrive que la série, donc la somme infinie, donne un résultat fini. Il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour résoudre ce problème des séries. Cela fait donc 2200 ans pour enfin être certain qu'Achille pouvait rattraper la tortue. Du coup, il y a une contradiction en 3 minutes 15 de vidéo. On n'a pas résolu le paradoxe. Finalement, au bout de 2000 ans, on l'a résolu. Ça, pour moi, c'est un problème énorme. Du coup, est-ce qu'on l'a résolu ou on l'a pas résolu, ce paradoxe? Bah, ça rajoute de la confusion, quoi. Ouais. Les physiciens sont pas tout à fait pressés, comme les oranges. Oranges pressées. Démonstration au tableau sous vos yeux ébahis. Imaginez Achille. La tortue se trouve à 10 mètres de monsieur Achille. Quand Achille arrive à l'endroit où se trouvait la tortue, elle a encore avancé de 1 mètre. Quand Achille arrive à l'endroit où se trouvait la tortue a encore avancé de 1/10 de mètre. Donc, en vérité, Achille, il doit accomplir les étapes suivantes. Il doit d'abord faire 10 mètres, puis il doit faire 1 mètre, puis il doit faire 1/10 de mètre, puis il doit faire 1/100 de mètre. Et ainsi de suite. C'est toujours divisé par 10. Et les mathématiciens peuvent vous démontrer que cette série, qui est donc une somme infinie, vaut exactement 11,11 mètres. Cette distance est une distance finie et le paradoxe disparaît. CQFD. Achille et la tortue vont se rejoindre puisque la tortue va moins vite qu'Achille. Tu décides de raisonner par série d'étapes en fait. Au moment où il y a une réunion d'Achille et la tortue, il y aura en fait une infinité d'étapes à franchir. Et donc et après on fait un calcul dessus pour voir quelle est la distance totale parcourue. Il dit CQFD en expliquant qu'une somme infinie de termes est égale à 11,111, mais il n'explique pas pourquoi une somme infinie de termes peut donner quelque chose, un résultat unique, de fini. Voilà. Quand on pense qu'on additionne une somme infinie de termes, on a intuitivement l'idée que de toute façon ça va donner l'infini. Oui, une intuition qui se trompe. Et c'est ça l'origine du paradoxe, c'est de dire que justement on découpe par la pensée en une infinité d'étapes le processus, et du coup on se dit, en fait, Achille et la tortue ne se rejoignent jamais, puisqu'à chaque fois que Achille a rejoint la position précédente de la tortue a pu avancer. Donc rigoureusement, ils ne sont pas à la même position. L'intuition a envie de dire, on se rejoint jamais. Et en fait, si. Enfin, mathématiquement, on peut montrer que si. Et du coup, c'est ça qui réconcilie, en fait, l'idée qu'on s'était faite, donc cette vision par infinité d'étapes, et le fait qu'en fait, non, on peut avoir un résultat fini à la fin, donc une distance parcourue finie, qui fait que du coup, ils se rejoignent bel et bien. Ouais, c'est ça. Voilà. Et tu vois, l'explication que tu viens de donner, elle n'est pas limpide. Enfin, lui, quand il la donne pas vraiment, il contextualise mal le problème. Enfin, il rappelle pas ces éléments-là, je trouve. Enfin, après, je sais pas, c'est peut-être de l'appréciation personnelle. Dès le début, le problème, tu l'as pas bien cerné. C'est pas clair dans ta tête. Quel est le problème, quel est le paradoxe? Ouais, c'est une série convergente au rose. Forcément, pédagogiquement, c'est très compliqué. D'un seul coup, il y a un surcroît d'effort de la part du public. Il y a quand même des éléments, je trouve, qui sont objectifs dans la présentation où tu dis, quand même, il y a un souci. Après, une fois qu'il a mis ses QFD, il te name drop, il te balance une phrase comme ça.
C'est une suite géométrique de raison 1 sur 10. Normal. C'est une suite géométrique de raison 1 sur 10. Et après, go, prochaine partie. Et ça, alors, peut-être que vous allez nous trouver méga pinailleurs, mais je veux dire, c'est assez symptomatique de ces contenus de dire, c'est ça, il va name dropper le concept scientifique, et après, il go next. Il le fait, par exemple, avec la thermodynamique, quand il va expliquer des changements d'état, par exemple, ou tel phénomène physique de refroidissement ou de réchauffement, il va dire, c'est la thermodynamique, et il va passer à autre chose. Et là, c'est pareil, il te name drop la solution d'un point de vue mathématique, qui est pas fausse, en vrai, c'est ça. Oui, Donc sûr. voilà, c'est une série, machin, sauf que franchement... Qui dans le chat comprend? On peut s'appuyer sur des choses et dire bon, on va pas les démontrer parce que ça va peut-être prendre une demi-heure ou alors on n'est pas chaud. Enfin, bref. Mais là, c'est un truc un peu bizarre de on présente mais on présente pas. C'est chelou aussi. Il y a Emuit qui dit est-ce qu'on n'est pas trop exigeant parce que c'est la première vidéo qu'il a postée en format long? Alors. Oui et non. En fait, il a des années. Il est physicien, il a une thèse en physique. De 1. De 2, ça faisait, avant de se mettre au format long, il a des années d'expérience en format court, donc il sait techniquement écrire des vidéos et les monter. Donc oui, peut-être que le format long, c'est pas les mêmes exigences que le format court, mais quand même. Normalement, un prof, c'est de base quelqu'un qui sait bien communiquer ou qui sait adapter son discours à ses étudiants. Enfin, je veux dire, c'est un bon prof. Et là, si vous nous trouvez très dur sur la forme, attendez de voir ce qu'on va dire sur le fond dans la prochaine vidéo qu'on va réact, parce que là on fait surtout une critique de la forme. Le fond qu'on trouve plus problématique, il viendra dans une seconde vidéo. Personnellement, si j'avais dû écrire une vidéo sur le paradoxe de Zénon, j'aurais jamais probablement, ou très peu, j'aurais évoqué l'histoire de la tortue et d'Achille, mais sans m'apesantir dessus. J'aurais en fait quasiment uniquement parlé que de la flèche, et j'aurais fait tout mon développement sur la flèche. Ce qui va faire maintenant, ce qui va vous permettre normalement de comprendre si vous n'avez toujours pas compris jusqu'à maintenant, quoi. Aussi pédagogiquement, je comprends pas pourquoi on présente 3 situations du même paradoxe. Je veux dire, en fait, on choisit une. Ça c'est un truc, même dans toutes les conférences, les présentations et tout ça. Si tu as 3 possibilités, tu présentes pas les 3 possibilités qui vont un peu justement embrouiller, interférer les unes avec les autres, parce que tu vas être obligé... Tu vas avoir fait des efforts pour assimiler la première, en fait on t'en présente une seconde, donc la première finalement n'est pas si utile que ça. Oui, c'est ça. T'en choisis une, oui, tu l'as fait bien dessus pour que justement il y a un effort cognitif minimal de la part de l'audience à ce sujet-là. Ça se trouve, il le fait pas de manière consciente, mais je trouve qu'il joue beaucoup sur l'étiquette de la science. Déjà, c'est professeur Fabrizio Bucella. Oui, il a tout le persona, voilà, il y a ça, il y a truc bête, mais il y a le costard. Il y a la science dit que. Ouais. Il y a des éléments de langage. Je trouve que par exemple, un complotiste. Non, mais je trouve que par exemple, par ces éléments de langage-là, il va beaucoup plus insister sur la figure d'autorité de la science que même moi par rapport à un contenu de vulga que je ferais. Tu vois. C'est ça. Même nous qui savons à quel point la science elle est forte pour prédire des trucs, on n'est pas là à marteler que c'est la science, c'est comme ça, elle est trop forte. Moi, je vois beaucoup la figure d'autorité dans son contenu, mine de rien. Ok, tu décides de jouer le persona du scientifique cliché, d'accord, mais si ton fond il est bon, j'accepte. Je veux dire, si après il est clair, il est concis, sa forme est impeccable, t'arrives à tout comprendre du premier coup et en plus le fond est correct, moi je m'en fous s'il joue après le cliché du scientifique. Certes, ça me fait un peu chier parce que j'ai envie de déconstruire cette image moi-même, donc ça va un peu à l'encontre de ce que j'essaie de faire personnellement, mais si après il fait le taf, let's go en fait, fais ton truc, crée ton persona et c'est ok, tu vois. L'autre version, c'est la fameuse version de la flèche. Imaginez que vous avez un mur et une flèche et un arc à flèche, bien sûr. Alors vous tirez la flèche vers le mur et vous vous dites la chose suivante. Avant d'atteindre le mur, la flèche doit accomplir la moitié du chemin. Ok, jusque-là tout va bien. Arrivée à la moitié, elle doit encore accomplir la moitié de la moitié qui le sépare du mur, c'est-à-dire le quart. Et puis le 8e, et puis le 16e, et puis le 32e. Vous avez compris la musique? On va pas refaire toute la symphonie. La flèche doit toujours accomplir la moitié de la moitié de la moitié de la moitié du chemin. Donc, ça fait une infinité d'étapes, donc elle n'atteindra jamais le mur. Il aurait dû juste mettre ça et skip tout le reste, parce que franchement, est-ce que ça c'est pas largement plus compréhensible que l'histoire de la tortue et d'Achille? Pourtant, c'est quelque part le même paradoxe, parce que c'est une histoire de série la situation, derrière. Parce que déjà, il n'y a pas une compétition. Bon, des fois, tu as envie de mettre un truc, et au bout d'un moment, tu dis, mais non, mais ça marche pas, et tu le sacrifies. Des fois, c'est dur. Des fois, c'est dur parce que tu es attaché, mais
Mais tu le fais parce qu'en fait, tu te dis, bon, Non, ils vont pas comprendre quoi. C'est moi, sûr. je vais faire une conférence. Ça s'appelle là, l'écriture. Je vois ça, machin, et en fait, tu dis, ben non, mais c'est redondant, vire celle-là et garde celle-là de A à Z, voilà. Ça fait partie perso, moi, des expertises que j'ai développées en communication lors de mon cursus, par exemple, de doctorat. C'est tu apprends à mieux présenter les choses, à être concis, clair, voilà. Et tu t'en sors objectivement mieux. Donc, Encore une fois, si on fait le focus sur ce truc-là, c'est parce que c'est un élément de ces vidéos qui est, comment on peut dire ça, assez récurrent. C'est pas seulement dans cette vidéo qu'il y a de la confusion. Il y a d'autres vidéos où, justement, le problème de la forme va jouer dans un problème de compréhension de fond, quoi. Même si le fond, derrière, il peut être juste. Résumé de la morale, on est chocolat bleu pâle, ce qui en belge veut dire gros gens comme devant, ce qui en français veut dire chocolat bleu pâle. L'histoire de l'arc à flèche peut aussi se comprendre dans l'autre sens. Pour aller vers le mur, la flèche doit d'abord accomplir la moitié de la distance qui le sépare du mur. Et avant d'accomplir cette moitié de distance, elle doit accomplir le quart, c'est-à-dire la moitié de cette moitié. Et puis avant ce quart, le 8e, le 16e, le 32e. Conclusion de la morale de la fable, la flèche ne peut jamais quitter l'arc à flèche. Ce qui est somme toute gênant pour les personnes qui jouent à l'arc à flèche. Ici, on se dit qu'on a quand même un gros souci. Parce qu'on a deux raisonnements qui utilisent le même concept, mais qui arrivent à deux conclusions opposées. Premièrement, le raisonnement dit que la flèche n'atteindra jamais le mur. Et deuxièmement, l'autre raisonnement dit que la flèche ne quittera jamais l'arc à flèche. Les deux phrases sont pas mutuellement exclusives. Regarde, la flèche, elle peut très bien ne jamais atteindre le mur et en même temps ne jamais quitter la flèche. là, c'est une erreur de raisonnement. Ça, moi, je le dis clairement. C'est une erreur de raisonnement. Tu n'as pas à mettre ces deux événements en corrélation comme s'il y avait un lien de l'un à l'autre. Ce qu'il y a, c'est deux fois le problème sous-jacent. C'est-à-dire que si tu as le paradoxe de Zénon et si tu l'as pas résolu, ça te pose un problème pour dire la flèche n'atteindra jamais le mur parce qu'il y a une infinité d'étapes pour y arriver. Et comme il y a aussi une infinité d'étapes pour partir de l'arc, et bah, du coup, tu as ce problème-là aussi. Et du coup, c'est deux problèmes qui, soit tu le résous, soit tu le résous pas, mais l'un n'implique pas l'autre. C'est indépendant. Donc c'est un axe de pensée là qui est problématique. Il n'apporte absolument rien. Il fait une erreur là. Moi, je suis formel là-dessus. Un vulgarisateur, ok, c'est quelqu'un qui va faire un genre de storytelling. Ouais. Mais ce storytelling ne peut pas être gratuit. Parce que justement, c'est un vulgarisateur scientifique. Quand on fait une histoire en science, on ne peut pas la faire comme on veut. Par exemple, si on vous dit, justement, je t'ai entendu le dire tout à l'heure, les atomes sont composés de noyaux, machin, c'est des petites billes et tout. Ça, en fait, on peut le faire parce qu'en fait, jusqu'à un certain degré de précision, ça nous donne les bons résultats. Si on va trop loin, si on a des instruments trop précis, à un moment, ça se casse la gueule. Et donc, il faut changer de modèle et avoir un modèle plus précis qui va plus loin et abandonner ces visions-là. Mais jusqu'à un certain point, ces visions-là permettent d'avoir le bon résultat. C'est ça qu'il faut comprendre. Les histoires en vulgarisation scientifique ne sont pas gratuites. Quand on se permet de dire un truc, ouais, on va pouvoir le considérer une petite bille par rapport à ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a de la compatibilité avec les résultats, jusqu'à un certain point. Oui, c'est ça, c'est un Mais cadre. il y en a. Et C'est donc, maîtrisé. Ça a été validé. Il y a eu Oui. des recherches du coup qui permettent de dire, bah, ok, ma théorie fonctionne. C'est ça la science. On veut du solide, on veut un truc qui se tient, quoi. Donc ces histoires ne sont absolument pas juste une bonne manière de se représenter les choses. Enfin, c'est pas... on va vous raconter une histoire parce qu'elle est commode. On raconte une histoire aussi parce qu'elle est valide scientifiquement. Oui, c'est ça. Il y en a aucune qui est vraiment naïve ou alors on veut le dire. Vous pouvez optimiser des scripts de sorte à justement être toujours rigoureux en étant drôle, fun, marrant, lolilol. Enfin, ça, ce n'est pas un problème en fait. Donc, il faut les savoir. Soit la flèche n'atteint jamais le mur, soit elle peut jamais quitter l'arc à flèche. Bref, comme disait Pépin, c'est foireux et bonsoir Clara. Mais on va résoudre le paradoxe, sinon on ne pourra pas dormir ce soir. Voilà, la et on aura résolution des du paradoxe, insomnies. on va passer. La résolution standard de Liège consiste à calculer précisément la série d'étapes infinies qu'accomplit la flèche. Dans notre cas précis, la somme infinie donne un résultat fini. Ce qui signifie, en d'autres termes, que la flèche atteindra le mur. Vous pouvez dormir tranquille, bonnes gens, le paradoxe est levé, la flèche arrive au mur et la physique vous sauve.
La série de la flèche, c'est 1 demi plus un quart plus un huitième plus un 16e et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Eh bien, les mathématiques vous disent que si vous faites la somme de cette série, vous trouvez 1. Et 1, c'est pile poil la distance qui vous sépare du mur. Alors là, vous dites, bah, c'est quand même incroyable cette affaire. Il fallait pas être Galilée pour se dire que si je prends un cornichon, que je le découpe en tranches et que je remets les tranches du cornichon ensemble, j'ai le cornichon de départ. Eh bien, si. Il a fallu quand même attendre le 18e siècle, comme on l'a dit, c'est-à-dire l'arrivée des camarades Newton et Leibniz, pour démontrer que la distance qui vous sépare du mur, c'est la distance qui vous sépare du mur. Alors, démonstration au tableau sous vos yeux ébahis. S, c'est la fameuse série qui vaut 1 demi, plus 1 quart, plus 1 huitième, plus. Cette série, comme on l'a dit, vaut 1. On va le démontrer. C'est une série géométrique de raison 1 demi. Donc, je peux dire que... Alors écoutez bien, parce que c'est la démonstration, il y a juste une phrase qui permet de faire l'artifice de calcul qui va bien. Une série géométrique de raison 1 demi. C'est là. Donc, je peux dire que S fois 1 demi, c'est égal à S moins 1 demi. Il a dit S est une série géométrique de raison 1,5, donc je peux écrire ça. Et donc ça c'est totalement faux. Il va faire une démonstration vraiment au rabais, ce qui peut se comprendre là pour le coup, parce que encore une fois on est dans la vulga et s'il veut pas aller trop loin en mathématiques, il n'y a pas de souci. Mais il invoque quelque chose qui est bizarre d'un point de vue logique. En fait, on va manipuler la série, on va se rendre compte qu'on peut écrire ça, mais c'est assez choquant en fait de voir justement un spécialiste qui est en train de t'expliquer un truc et te sortir ça, alors que non, il n'y a pas une articulation logique. Quand tu dis c'est la somme d'une suite géométrique de raison 1,5, c'est pas ce résultat-là que ça va t'apporter. Et surtout que c'est cette étape-là qui permet de faire après les calculs qui vont bien. Parce qu'une fois que tu as écrit ça, après, s'il déroule. Quoi. Vous le voyez, si je multiplie cette chose par 1 demi, ça fait 1 quart fois 1 huitième fois 1 16e. Donc S fois 1 demi est égal à S moins 1 demi. De là, je tire, quand je fais passer le S de l'autre côté, je tire que 1 demi, c'est égal à S moins S fois 1 demi. 1 demi est égal à S fois 1 moins 1 demi. Il fait de la pire. 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Les 1 demi se simplifient et donc t'es pas assez intelligent pour comprendre, c'est juste ça. Ouais, bien sûr. CQFD. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose d'un peu plus élégant? Eh bien oui, il y a moyen de faire quelque chose d'un peu plus élégant, comme disaient mes mains quand elles ont froid, les fameux gants. Cette affaire se déroule de la manière suivante. La mécanique quantique vous dit qu'il existe une distance ultime, une distance qui est la plus petite que vous pouvez imaginer. Donc en gros, la mécanique quantique dit que si vous prenez une distance, quelle qu'elle soit, un morceau d'espace, quel qu'il soit, vous ne pouvez pas le découper en des tranches de plus en plus fines, comme des tranches de cornichons, jusqu'à l'infini. La mécanique quantique dit stop, ah oui, c'est arrond ça. sur le baudet. En fait, là, il va invoquer une résolution basée sur des principes physiques et plus mathématiques, en disant que de toute façon, l'espace, il n'est pas subdivisible à l'infini. On pose un problème mathématique et tu transformes ce problème mathématique en un problème de physique, alors que non, du coup, c'est plus le paradoxe de Zénon. Le problème mathématique, c'est une expérience de pensée qui n'a pas forcément d'ancrage dans le réel, alors que lui, il donne un ancrage dans le réel en parlant de la constante de Planck. Là, il parle de subdiviser encore une fois les distances pour essayer de voir quelle est la plus petite distance qui peut exister dans l'univers. La distance la plus petite qu'on peut imaginer. Et cette distance, on la note LP, c'est la fameuse distance de Planck. Cette distance de Planck, elle vaut exactement 1,616 10 exposant moins 35 mètres. Oui, c'est 16,16 milliardième de milliardième de milliardième de milliardième, il faut le dire 4 fois, de mètres. C'est la distance la plus petite imaginable. Au-delà, vous ne pouvez plus découper l'espace. Mais si vous ne pouvez plus découper l'espace parce que vous êtes arrivé au bout de la limite, eh bien, votre série, qui était une série infinie, n'est plus une série infinie. J'ai pas ça reste une somme, certes... Milliardième, c'est pas... 9 x 4, 36. Très très longue, mais ça devient une somme finie. Le paradoxe est levé et on peut retourner se coucher. Donc, il résout un paradoxe qui est mathématique, donc qui est une expérience de pensée, en parlant de la réalité physique du monde. Il n'y a pas de lien logique entre les deux. Point. Il y a une expérience de pensée d'un côté, et elle soulève des questionnements philosophiques, mathématiques et tout ça. Comment on résout ce truc-là? Est-ce que ça se résout? En fait, la réponse, c'est oui. Et de l'autre part, il y a, oui, on peut se poser la question de, physiquement parlant, est-ce qu'on vit dans un espace discrétisé avec des intervalles qui, à un moment, peuvent plus être subdivisés ou pas? Et c'est deux choses différentes.
Moi, je suis d'accord avec les viewers qui nous trouvent être des emmerdeurs de première. Voilà, vous avez encore le droit de nous trouver des pinailleurs de l'infini, mais on assume, on assume. Par contre, là, on passe dans la deuxième partie où là, franchement, ça va chier. Je pense que voilà, il y a moyen de réviser son jugement. Et ben voilà, merci Fabrizio. On vous entendra à partir de lundi sur France Inter à 8h55 pour une chronique qui sera diffusée tout l'été, qui s'intitule « C'est prouvé », chronique dans laquelle vous répondrez aux nombreuses questions que vous posez d'ailleurs dans votre deuxième ouvrage. Par exemple, porter deux pulls, c'est souvent plus efficace qu'un seul pull très épais. Ah oui, très épais, parce que vous, en fait, vous fabriquez entre les pulls une couche d'air immobile, qui est un excellent isolant thermique. On parle bien sûr du cas où vous portez deux pulls en hiver, entre guillemets. Alors que l'été, il faut se couvrir aussi. Alors, il faut se couvrir, oui, bien sûr, parce que si vous êtes découvert, vous vous déshydratez. Donc, entre guillemets, toutes les personnes qui se baladent torse poil, torse nu, je sais pas comment ça se dit. Torse nu, poil. Ou avec la peau, déjà, c'est pas très sympa pour les gens qui ont une carrure de piclo comme moi, parce que nous, on est obligé de mettre plusieurs couches. Mais ceci étant, elles se déshydratent plus vite. Et en vérité, il faudrait plutôt avoir des couches de vêtements amples, là aussi en plusieurs couches, pour amener ce qu'on appelle l'effet cheminée. Et alors, on appelle ça, dans la littérature scientifique, le principe de la ventilation touareg. Et si vous regardez, les gens du désert, ils ont des vêtements amples, et vous avez donc une circulation d'air qui monte entre le bas et le haut, et qui donc, en fait, rafraîchit plus que d'avoir ou des vêtements serrés ou d'être tout nu. Poloche nous a donné l'explication dans le chat. Faut-il des vêtements amples ou pas pour mieux se refroidir ? En réalité, ça dépend. Il y a un seuil de température qui, si tu le dépasses, effectivement, il vaut mieux avoir des vêtements amples parce que l'air va effectivement bien pouvoir circuler et favoriser un refroidissement. Mais en fait, en dessous de 37 degrés, a priori de ce que dit Poloche, ces vêtements, ils sont pas nécessaires au point où tu peux refroidir plus facilement en étant juste torse-poil, quoi. C'est là où Bucella va faire une erreur énorme, c'est d'avoir une solution absolue. Une solution qui, soi-disant, marcherait pour toutes les situations, alors que non, c'est toujours plus compliqué que ça. Il faut faire très attention, en fait. Il faut faire un peu du cas par cas, il faut décrire l'ensemble des situations qui peuvent arriver. Il faut comprendre qu'il va y avoir des seuils où, en dessous, il faut faire une solution. Au-dessus, cette solution n'est plus viable. Autre exemple avec de la science qui nous pousse à aller contre notre bon sens. De la science qui nous pousse à aller contre notre bon sens. Et bien, justement, déjà, l'un des gros problèmes, c'est que dans ce type de problème précis, ton bon sens, il est bon. Quand tu te mets dans une situation où, par exemple, tu te mets un ventilo sur toi, si tu te sens bien, ça veut dire que c'est en train de marcher, en fait. Ça veut dire que tu es dans la bonne situation. Au contraire, si tu te mets un ventilo et que tu te sens mal, que tu te sens étouffé et tout, c'est sûrement que tu es dans les conditions où ça ne marche pas bien pour X raisons, sans chercher à expliquer. Parce qu'il y a un truc, justement, qui est une erreur, c'est de croire que, par exemple, la peau, elle te permet de mesurer la température. Ça, c'est pas vrai. Vous avez une rambarde d'escalier en métal, vous posez la main dessus, pour vous, c'est froid. Ça, c'est une erreur, et vous le savez, en fait, parce que vous savez très bien que dans une pièce, si vous attendez suffisamment longtemps, tous les objets se mettent à la même température. Donc, votre rampe d'escalier, vous venez pas de l'installer, donc elle est à la même température que l'air dans les escaliers. Donc, si vous touchez et que vous trouvez que c'est froid, c'est pas parce que la rampe d'escalier est plus froide. Oui. En fait, ça dénote autre chose. Donc oui, nos sens peuvent être contre-intuitifs. Voilà, ils sont trompeurs dans cette situation. Mais en fait, la peau, elle mesure autre chose, et là, j'y vais direct, c'est le flux de chaleur. C'est-à-dire, est-ce que tu perds de la chaleur très vite, ou au contraire, est-ce que tu la perds lentement ? Si au contact d'un objet, tu perds ta chaleur très vite, tu as une sensation de froid. Et c'est ça qui se passe dans l'exemple de froid, parce que ta chaleur est transmise à quelque chose d'extérieur, donc ça laisse du froid derrière. Quelque chose d'extérieur qui conduit très bien la chaleur, donc qui l'évacue très vite. La rampe d'escalier métallique, c'est ce qu'elle fait. En fait, toi, tu as une sensation de froid parce qu'elle évacue très vite ta chaleur corporelle. Toi, tu t'en fous d'avoir un sens qui mesure la température. Mais par contre, d'avoir un sens qui te permet de jauger si quand tu es en train de toucher un objet, tu es en train de perdre beaucoup de chaleur ou pas, ça finalement c'est crucial. Que comme d'habitude, il ne faut pas systématiser les messages. On sait très bien, la science a débunké beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses où le bon sens en fait, il est pris en défaut. C'est qu'on a des perceptions et ces perceptions, elles n'attestent pas de la réalité physique comme on le pense. Ouais. Donc la science, elle est là pour ça justement, pour nous éviter de tomber dans des pièges.
Mais ça veut pas dire que le bon sens est jamais bon. Il faut orienter le ventilateur vers l'extérieur pour rafraîchir une pièce. Exactement. Alors qu'on a tendance à sens de se le mettre confort, bien parce que comme ça sur le on parlait de toi visage. tout à l'heure. Ah oui, alors si vous le mettez Ça te bien, rafraîchit, toi, mais ça pas vous la pièce. rafraîchit, vous, mais vous ne créez pas la circulation d'air dans la pièce. Mais attention, parce que maintenant, ces jours-ci, on est avec une canicule incroyable, où il fait en vérité plus chaud que la température corporelle. Et dans ce cas-là, il faut absolument couper le ventilateur, parce que ça ne sert absolument à rien de vous mettre un nouvel air sur vous, qui est en vérité plus chaud que vous-même. En fait, ça, c'est faux dans le C'est un sens où complotiste. ça dépend la température de l'air en question. Si l'air est plus frais, évidemment, ça marche. Tu te Oui. balances de l'air plus frais, donc il n'y a Ça, pas de souci. là, Si ça l'air va. est plus frais que ta peau. Si l'air est plus chaud que ta peau, mais pas trop, alors dans ce cas-là, ça marche quand même parce que ça va déclencher ton évaporation, qui est ton mécanisme justement de refroidissement. Et ça va le, entre guillemets, stimuler, pour le dire rapidement. Et par contre, au bout d'un moment, si l'air est vraiment trop chaud, d'un seul coup, la sudation et l'évaporation va plus suffire, donc tu te balances de l'air chaud en permanence, et donc justement, ça va Ça te réchauffe. réchauffer. Donc c'est là où c'est dangereux. Donc la peau, je rappelle, c'est entre 32 et 35 degrés, et donc quelques degrés de plus sont permis, et donc c'est pour ça que Paul, je dis 37, là ça va dépendre des conditions très très précises, donc dans du 37-40, ça va encore être viable. Et si tu te balances de l'air effectivement avec un ventilateur au-delà de 40 degrés, l'évaporation va pas suffire, donc tu réchauffes ton corps et tu renouvelles cette couche à plus de 40 degrés. Donc forcément, ton organisme est sous stress parce que là, il veut se refroidir. En fait, toi, tu es en train de lui balancer de l'air chaud qui va le réchauffer encore et encore. Donc c'est là où ça devient dangereux. J'ajouterais juste 2 éléments à ce que tu viens de dire. Le premier, c'est que effectivement, comme vous le dites dans le chat, ça dépend du taux Et il y a d'humidité. le taux d'humidité. Parce que l'humidité, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. Parce qu'effectivement, si le taux d'humidité il est à 100%, l'eau qui perle sur votre peau ne va pas pouvoir s'évaporer. Or, c'est l'évaporation qui crée le froid. Et le deuxième élément, c'est quelqu'un qui l'a aussi dit dans le chat, faites confiance à votre corps parce que vous le sentirez si l'air est chaud. C'est ça, Vous le sentirez. En fait, un ventilateur qui vous réchauffe, vous le sentirez. Vous aurez une sensation de chaud. Et donc là, vous vous direz, ah non, j'arrête le ventilo. Donc plutôt que de se dire, oh là là, je mets pas de ventilo parce que je sais pas si ça me réchauffe ou ça me refroidit, bah là non, c'est l'inverse. Mettez le Et ventilo en plus- et regardez ce que ça vous fait. Si le ventilo vous refroidit, Exactement. laissez-le. S'il vous réchauffe, arrêtez-le. Bah, c'est là que c'est dangereux de commencer par dire ouais bah le bon sens nous trompe machin, parce que du coup des gens qui ont confiance dans ce type de contenu et tout ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire bah non, Bucella il m'a dit un truc différent, donc même si je sens que c'est du frais, en fait c'est en train de me réchauffer. Oui, voilà, c'est ça. Vous Donc vous pensez, allez arrêter C'est ça. d'écouter votre corps. vous n'allez pas écouter votre corps en vous disant non, c'est un faux refroidissement, alors que non, il aide votre corps Parce que c'est littéralement. vrai que des fois on a des illusions, c'est vrai que des fois on a des sens qui nous trompent, mais pas ici. En fait, vous vous réchauffez. Et n'oubliez jamais qu'un ventilateur chauffe par ailleurs pour des raisons. D'abord, le moteur électrique chauffe comme tous les moteurs électriques. Et secondo, le ventilateur, par les pales, met les molécules d'air en mouvement. Donc, il augmente l'agitation moléculaire et donc il augmente l'agitation thermique. Donc, Donc là, je mets pause parce que, en fait, ça, en soi, c'est pas faux dans l'absolu. Oui. Un ventilateur, parce qu'il faut quand même dire, et c'est là où est toute la difficulté de voir où est le problème avec Bucella, c'est qu'au milieu de son explication, il va y avoir, alors, je sais pas si on peut appeler ça un millefeuille argumentatif, c'est peut-être un peu exagéré d'un point de vue rhétorique, mais en tout cas, il va y avoir des éléments qui sont factuellement vrais en science, mêlés à des interprétations ou des explications qui sont en fait fausses, quoi. Théoriquement, c'est juste ce qu'il vient de dire. Le problème, c'est que c'est là où il faut mettre le calcul derrière et se rendre compte qu'en fait, c'est totalement négligeable. Ouais. Un ventilateur, ça va avoir une puissance d'environ 70 watts à 100 watts. Donc, le moteur va chauffer et effectivement, quand tu agites l'air, en fait, ça va un tout petit peu chauffer l'atmosphère. Oui. Mais au maximum, du coup, comme l'appareil consomme 100 watts, au maximum, tu es en train de produire 100 watts de chaleur. Oui. Un corps humain, c'est exactement ça. La chaleur que tu dégages, c'est aussi 100 watts, donc c'est comme si tu avais une personne de plus dans la pièce. On peut comprendre intuitivement qu'entre une situation de canicule où ton appart il va chauffer parce que tu as des apports extérieurs, ta pièce elle va se réchauffer parce que tu es dedans et parce que tu es en train de produire de la chaleur malgré toi, Ouais. mais ton ventilateur, c'est pas trop le problème. En fait, il va te faire beaucoup plus de bénéfices à te de refroidir. rafraîchir et à Oui. permettre ton évaporation que de dire bah finalement c'est comme si j'avais une personne de plus et donc ça réchauffe ma pièce. Si vous vous posez la question mais pourquoi on se fait chier en science à faire des maths, mais vous avez totalement les réponses. Vous ne pouvez pas rester sur la conclusion un peu généraliste, il faut estimer, il faut mettre des vrais chiffres derrière pour savoir si l'effet physique qui a lieu, est-ce qu'il est négligeable ou est-ce qu'au contraire il est prépondérant, il faut absolument en tenir compte. Ce qu'il décrit est vrai, mais on s'en fout. Ça veut dire qu'une famille un peu précaire entend ça, se dit le ventilo, en fait, c'est une couillonnade. Elle va modifier son choix de comment je me rafraîchis. Oui. Si t'as des gosses, tu négliges pas ce truc-là, quoi.
Du coup, tu vas acheter une clim. Et cette clim, donc déjà, elle est beaucoup plus chère en soi en termes de prix. Et ensuite, ça t'induit une consommation électrique qui n'a rien à voir. Qui fait que d'un seul coup, si t'es déjà dans la merde financièrement, t'es encore plus dans la merde. Il y a des Japonais qui sont morts, eux, ils sont très équipés en clim. Mais ils osaient pas utiliser la clim parce que la consommation d'énergie. Oui, c'est ça. Et ils étaient tellement sur la facture d'électricité qu'ils sont privés de la clim, ils sont morts de chaleur. Donc ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans un cas hypothétique où on est en train de couper le cheveu en quatre. On est au contraire dans un truc de société où faut éviter ce genre de message. Donc vraiment, là, sur ce sujet-là, à bout de cela, moi je dis 0, quoi. Enfin, fais gaffe à ce que tu fais. Et en plus, c'est pas très compliqué au niveau physique, c'est pas normal, vu son expertise, vu d'où il vient. Il est docteur en physique, on rappelle. C'est pas normal qu'il ne soit pas capable de faire ce distinguo-là et que le seul message, ce soit ça, un truc qui est vraiment simpliste à l'extrême. En vérité, le ventilateur, c'est déjà, entre guillemets, pas l'objet idéal du physicien, mais c'est clairement un objet à proscrire ces jours-ci où il fait plus chaud que notre température corporelle. Vous laissez un circonspect, là. Ah, vous pouvez être circonspect, hein, je vous respecte le circonspect. Dans une pièce chaude et où l'air est immobile, avoir un petit courant d'air, ça soulage quand même. C'est normal de dire, de dire mon expérience sensorielle, elle est pas pareille, elle est en contradiction. Et ça, c'est dans l'émission C'est à vous. Dites-vous bien qu'il a répété peu ou prou le même discours dans plein d'autres médias. Je crois j'ai vu des clips de lui dans le Figaro, dans plein d'autres médias mainstream. Il est intervenu pour dire à peu près la même chose. Attention au ventilo, quoi. C'était ça en substance. Oui, mais vous avez raison, si l'air est en dessous de 36 degrés, ce qui est en vérité très très rare. Et donc ça, c'est faux. Il dit c'est vrai seulement si l'air est en dessous de 36 degrés. Alors que non, en vrai, le refroidissement, il est vrai même si l'air est au-dessus, comme on l'a décrit, grâce à l'effet de convection. Donc là, il essaye de se corriger, mais il se corrige de manière fausse, quoi. Le mal est fait. Il l'a dit. Il a dit à un moment donné. Non, mais même sa correction, elle est pas bonne parce qu'il dit c'est vrai si c'est en dessous de 36. Non, c'est vrai si c'est en dessous de 40 en fait. Que ces jours-ci où on aura une température de l'air qui est au-dessus de la température corporelle. Pour le reste, vous avez à 100% raison. Voilà. Vous nous proposez 3 expériences. On commence par laquelle? D'abord, comment on rafraîchit une bouteille d'eau avec un torchon mouillé? Je suis brillant. Je suis brillant. Alors, ça c'est très très simple. C'est la thermodynamique. Pour être le plus complet dans notre critique, on vous a sélectionné les passages qu'on a trouvés un peu les plus gratinés. Encore une fois, ça ne veut pas dire que toute son œuvre est à cancel, entre guillemets. Il y a aussi des productions qui se valent. Et je ne sais plus dans la suite des expériences si ça se tient. Mais on va regarder ça. Vous prenez un torchon que vous humidifiez simplement. Il ne faut pas qu'il soit trop trempé. Il ne faut pas non plus mettre de l'eau partout. Et alors, simplement, vous emballez la bouteille d'eau dans le torchon. Et grâce à la température dans la pièce et bien sûr de la température de la bouteille d'eau, l'eau du torchon va s'évaporer. Elle va s'évaporer pourquoi? Parce que c'est la thermodynamique. L'eau... Il inverse la cause et l'effet. Nous, on l'avait expliqué en live. Ah bon? Bah oui, parce qu'en fait, c'est pas que ta température va permettre l'évaporation, c'est qu'en fait, l'évaporation... Oui, c'est toute seule. Oui. Et c'est ça. C'est l'évaporation qui crée le refroidissement. Voilà, qui va refroidir. Et du coup, maintenant que ton torchon se refroidit, il va aller pomper de la chaleur sur ce qui est chaud en contact avec lui. Ouais, c'est ça. Donc c'est exactement l'inverse en plus. Sa pente naturelle, c'est de vouloir s'évaporer. C'est la physique qui le commande. Et donc, elle va notamment puiser la température de la bouteille d'eau. Et vous pouvez, tenez-vous bien, je fais mes petits calculs avant de venir, si vous avez 36 degrés dehors et vous avez une humidité relativement faible, vous pouvez descendre jusqu'à 20 degrés dans votre bouteille d'eau. Forcément, un torchon mouillé. Forcément, vous payez quelque chose, c'est l'eau que vous apportez. La physique, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Il y a toujours une taxe à la physique. Deuxième expérience, rien à voir avec la chaleur ni la canicule, mais vous avez envie d'utiliser un ballon de basket et une chaise. Ah oui, ça c'est une expérience que j'aime bien faire avec mes étudiants parce qu'ils espèrent toujours que je me casse la gueule et je voudrais montrer que je ne me casse pas la gueule dans la télévision. Donc en fait, si vous voulez, cette expérience montre... Oups, je me... voilà. Il y a une cascade là. Hein, oui, il y aura une cascade. C'est le fameux principe d'équivalence d'Einstein. Le principe d'équivalence d'Einstein dit qu'en vérité, la chute libre est universelle. Et donc, les corps en chute libre ont la même trajectoire que la trajectoire de la chute libre. La bonne manière de le voir, c'est je vais sauter et je vais lâcher le ballon. En sautant. Et vous allez voir le ballon où il est par rapport à moi. Donc, qui tombe en premier, quoi. Qui touche le sol en premier. Vous avez vu, le ballon est immobile par rapport à moi. Pour le refaire. Quoi Vous regardez le ballon par rapport à moi. Vous regardez, je saute.
et le ballon est immobile par rapport à moi. Donc là, on vient de... Exactement. Il descend, mais à même vitesse. À même vitesse. Là, on vient de montrer le fameux principe d'équivalence d'Einstein, qui dit que, par exemple, dans la Station spatiale internationale, Madame a dit... Ça n'avait pas déjà été montré par Galilée que les corps tombent à la même vitesse dans le vide? Bah pourquoi il invoque Einstein pour parler de ça? Et oui, c'est la chute des corps, alors que lui, il dit la masse inertielle est égale à la masse grave. Il illustre le truc d'Einstein. Enfin, il veut pas. C'est un globi-boulga, ce gars. Plus t'es attentif, plus... C'est comme ces images où plus tu les regardes, plus ça devient curse. Ah merde, en fait, il y a une incohérence là, et puis là aussi. Bah, en fait, je sais pas si c'est incohérent, mais en fait, j'ai l'impression qu'il mélange, le Galilée, même si c'est lié. Je suis d'accord que Galilée et Einstein ont des liens, mais là. Pourquoi parler de principe d'équivalence d'Einstein quand en fait c'est juste une expérience de chute des corps classique, les corps tombent tous à la même vitesse, donc c'est juste ce que disait Galilée. Oui. On est d'accord. Oui. Il n'y avait pas besoin d'invoquer Einstein là pour montrer ça. Non, puisqu'il fait pas d'expérience avec la masse inertielle. Il fait passer pour Einstein quelque chose qui n'est pas de Einstein. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Parce que déjà, dans une vidéo, on n'est pas capable de mettre genre une incohérence en évidence, on en met déjà plusieurs. Ouais. Et en plus, on voit que quand on décline les formats, y en a. On répète un truc, c'est que dans tout son contenu, il n'y a pas que des erreurs. Mais vous comprenez bien que ça pose problème, parce que quand on relève autant de choses problématiques, qu'est-ce que le néophyte va pouvoir tirer de la prochaine publication? Est-ce qu'il faut le croire ou pas? On ne devrait pas soupçonner sa crédibilité au vu de son parcours. Il est enseignant à l'université et il est docteur. Là, il y a vraiment une incohérence grave sur le personnage, parce que le niveau n'est pas... Il y a vraiment un problème quand même. Fin de ce réact, mais attendez, puisqu'il y a le contenu caché que... Ouais, alors ça, on peut pas vous le montrer puisqu'il a été supprimé, et c'est tant mieux quelque part. Il se trouve que c'était justement aussi sur de l'évaporation liée à une bouteille en fait en terre cuite. Et c'est exactement l'expérience du torchon qu'il a décrit plus tôt. C'est vous avez de l'eau autour qui va pouvoir dans une paroi, dans l'intérieur d'une jarre ou d'une bouteille. C'est à l'intérieur de la paroi qu'il y a de l'eau. C'est ça crée de l'évaporation et du coup ça reste froid. Oui, en s'évaporant, l'eau laisse derrière elle du frais, et donc ça rafraîchit l'intérieur de la bouteille. Et là, il sort un truc qui franchement est hyper choquant. C'est à un moment, il utilise E égale MC2. Un physicien peut s'en servir, mais dans ce cas-là, il va montrer que il y a un truc complètement négligeable et que ça sert à rien de le faire. Et lui s'en sert. Là, c'est un espèce de red flag immense d'utiliser une équation qui n'a pas lieu d'être, enfin qui est complètement stupide dans ce contexte-là. Donc là, c'est grave parce que c'est vraiment ultra connu de savoir que E égale MC2, je rappelle, c'est l'équivalence masse-énergie. C'est de dire, tu vois, par exemple, dans 1 gramme de matière, parce que c'est de la matière, tu as une quantité d'énergie folle qui est utilisée. Ça, c'est utilisé dans les réactions nucléaires. C'est ça qui explique l'énergie dégagée dans un réacteur nucléaire. C'est ça qui explique dans les bombes nucléaires pourquoi c'est aussi puissant. Ça n'a de pertinence que dans ces contextes-là, quand on commence à toucher au noyau atomique. Et donc, dans une expérience d'évaporation... Oui, tu touches pas le noyau. En fait, c'est conceptuellement, c'est juste des molécules qui s'évaporent. Reste au niveau chimique. Oui, c'est ça. Reste au niveau chimique. Donc, c'est des gammes d'énergie qui n'ont rien à voir. Ouais, c'est ça. Et donc, tu peux faire le calcul, mais ça te montrera que ça sert à rien de le faire. Ouais. Donc, un physicien peut éventuellement l'invoquer, mais il ne peut pas avoir un discours qui est de « Bah voilà, du coup, j'ai bien estimé le truc ». Il raisonne dessus et il dit « Bah du coup, comme dans l'évaporation, il y a de la masse qui est perdue, vous voyez que ça fait diminuer l'énergie ». Il traite vraiment le truc premier degré. Et donc là, c'est red flag de... C'est un physicien qui a rien compris à la physique. Mais t'es un physicien en carton, en fait. Et donc, cette fois-ci, c'est grave, mais au niveau de la crédibilité de quelqu'un qui regarde ça, quoi. Donc c'est comme si t'avais un mécano, t'as un problème de joint de culasse, bah tu le résous avec une vis, quoi. Tu prends une vis, tu la vis, en fait, là, et puis c'est bon. Pour les gens qui connaissent pas, ils voient pas du tout le truc, mais si t'es un minimum connaisseur, en fait, tu te rends compte de ça fait un mauvais genre, mais de fou. De se dire que c'est lui qui a presque le plus de succès aujourd'hui, c'est hyper frustrant. Il y en a des dizaines qui sont bien meilleurs. Oui, voilà. Meilleur boulot que ça. Et surtout qu'il y en a qui sont là, qui ont fait leurs preuves depuis des années. Je pense Julien Bobroff ou David Louap, ou pour ne citer que des gens qui font de la physique, hein, bien sûr, parce que là il s'agit beaucoup de physique. En fait, c'est pas comme si l'offre en vulgarisation, elle n'existait pas en fait sur Internet. Il y a déjà des gens qui ont des années derrière eux d'expérience, de bagages et qui ont largement fait leurs preuves. Pourquoi c'est pas eux qui sont à la télévision? Vous pouvez nous trouver trop pinailleurs sur des concepts de sciences fondamentales en mode non mais c'est bon les gars là vous êtes trop relous, oui ok c'est pas exactement ça mais peu importe, le tout venant de toute façon il retiendra pas, bon
Moi, je veux bien concéder du terrain sur cette critique. Mais quand ça touche directement à la santé publique des gens, parce qu'ils vont arrêter d'utiliser leur ventilo, bah non, je suis désolé, là, ça commence à prendre des niveaux qui sont quand même vachement graves, en fait. C'est pas de l'exagération de dire, on parle éventuellement de mort d'homme. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui va prendre une mauvaise décision là-dessus, qui va faire de la merde. Ouais. C'est possible. Réfléchissez à 2 fois avant de donner de la visibilité à quelqu'un qui participe peut-être y a quand même des informations scientifiques. Il y a quand même une différence entre tu regardes un humoriste, ça te divertit, et tu regardes un vulgarisateur scientifique, ça peut te divertir aussi, mais l'objectif est quand même pas le même. Donc est-ce que vraiment tu as envie de les mettre sur le même niveau? Pour moi, on peut pas se cacher derrière l'humour pour justifier c'est ça. de le fait de le regarder. Mais moi c'est pour ça que je comprendrais pas les gens qui me diraient la position c'est du pur divertissement. Tu as le droit à des erreurs. On n'est pas là pour dire le contenu doit être parfait, machin. On fait pas du contenu parfait, personne ne fait du contenu parfait. Un Bobroff est un chercheur accompli, il a une carrière scientifique, il produit énormément, il s'y connaît très bien, il connaît les sujets dont il parle. Ça l'empêche pas de dire des petites bêtises de temps en temps, ou de pas être clair ou quoi. Mais comme nous pendant les lives. Donc ça ne justifie rien, c'est pas ça qu'on critique. Là, ce qu'on critique c'est autre chose, et la posture de vulgarisateur que tu fais sur ton propre contenu. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en résumé? Faites attention, quoi. Comme d'habitude, on va invoquer un petit peu l'esprit critique, on va invoquer un peu le recul qu'il faut avoir sur les contenus que vous consommez. Encore une fois, on n'est pas en mode allez, on full cancel Buchela, ne plus jamais regarder ce qu'il fait, c'est mort. Parce que moi, j'ai envie de croire en la rédemption. Pour finir sur un message plutôt positif, moi, tu vois, ce que j'ai envie, c'est que il évolue. En gros, j'aimerais le voir évoluer parce que maintenant, il est en position ultra dominante. Ce qui serait vraiment le rêve, c'est que lui-même devienne plus exigeant. Et attention, je dis pas qu'il arrête d'être un clown. Non, reste, garde ton personnage. C'est ça qui t'a fait monter dans les médias, c'est ça qui fait ta célébrité, c'est ça qui fait ton cachet, c'est ça qui te fait apprécier du grand public. Reste comme tu es, continue de jouer ce personnage. Je sais pas à quel point ce personnage il est réel par rapport à ce qu'il est dans la vraie vie, peu importe, on s'en fout. Mais en gros, reste clownesque, mais fais relire tes scripts, travaille tes interventions, réfléchis à des manières de vulgariser de manière plus correcte. Si suffisamment de personnes lui font des retours critiques, peut-être que il va se mettre à step up. Enfin, je vis peut-être dans un monde de bisounours probablement, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que il se mette à changer sa manière de faire. Surtout que maintenant qu'il est ultra connu et tout, il a peut-être plus de moyens pour avoir des gens qui fassent de la relecture, de la correction, etc. Voilà, j'ai envie d'y croire. Merci à tous d'avoir été là, merci pour votre patience, merci pour votre curiosité, merci pour tous les échanges. J'espère qu'on a été quand même un minimum convaincant et qu'on n'est pas passé pour des énormes rageux, même si tant pis si on l'a été. Tant pis. Hein, des bisous, très bon week-end à vous. On se retrouve peut-être pour moi demain matin, je sais pas si j'aurai le temps en vrai. Mais en tout cas, à très bientôt pour de nouveaux streams. Prenez soin de vous et du rock'n'roll. Buvez, ciao.